Bugot. Il me semble que c'est simple, que c'est concis, que c'est assez clair, et c'est plutôt là-dessus que nous vous attendions. Nous avons été assez déçus de votre article totalement idéologique, et vous n'êtes pas la première à prendre cette facilité à tomber dans les raccourcis, parce que bien d'autres, tout comme vous, ont essayé de débunker la fraude du non légal sans jamais nous attaquer sur ce que nous tentons d'expliquer. Et je reviendrai sur les raisons de ces explications plus tard. Donc, voilà Madame Bugot, pourquoi je peux affirmer que l'acte de naissance est une fiducie, et je vous rappelle que aussi bien les gens de l'état civil que des avocats en fonction, dont des ex-confrères à vous, tout comme des avocats à la retraite, avec qui ça a été plus facile de confirmer ces choses, n'ont pas démenti et ont même validé par idéologie. Donc vous voyez que l'idéologie est partout, pas que dans l'histoire de la fraude du nom, ont validé à la fois la fiducie, qui est un transfert de droits de biens ou de sûreté, et à la fois la capitalisation de l'être humain, puisque le nantissement de la personne physique, qui est un gage pour emprunter la dette publique et soumettre les peuples à une dette sans fond, a aussi été validé par des gens qui sont extrêmement calés dans le domaine, tout comme vous. Alors ensuite, on pourrait revenir sur la typographie tout capital, puisque c'est un élément clé de la fraude du nom, sur lesquels vous non plus, vous ne vous êtes pas attardé. Et pourtant, il y a de nombreuses sources, comme le Capitis Diminutio, Maxima, Media ou Minima, ou encore le Manuel de style de Chicago, 17e édition, page 666, où vous verrez que ce n'est pas juste du latin d'imprimerie, mais c'est bien une typographie qui a un but et qui a une signification. Dans le droit français, on voit bien que c'est une typographie réservée aux sociétés. Et il se trouve que d'un point de vue doctrinal, et là aussi les documents le disent très clairement, eh bien la personne physique est une entreprise individuelle de droit privé. Donc, cette typographie est loin d'être anodine, puisque en français, de l'Académie à l'Encyclopédie, eh bien, un être humain porte un nom propre. Un nom propre, c'est un prénom chrétien, avec une majuscule initiale et le reste en minuscule, suivi du nom patronymique, avec une majuscule initiale et le reste en minuscule. Je rappelle l'immuabilité du nom patronymique apparu en 1794, au lendemain de la Révolution, et là aussi on en reparlera un petit peu après, puisque vous avez été très peu nuancé quant à nos intentions concernant ce nom patronymique. Donc voilà déjà les 3 points relativement courts, relativement concis, qui va pouvoir être vérifiable par tous, de la fiducie, du nantissement de la personne physique, qui, je vous le rappelle, a été validé à la fois chez les gens qui travaillent à l'état civil, à la fois par des docteurs en droit, des anciens juristes internationaux qui ont facilement compris ce que nous disions, et bien sûr la typographie tout capital qui date de très longtemps, qui, je vous le rappelle, le droit romain, en tout cas la base de notre corpus juris civilis, est apparu en 532 avec Justinien Ier, qui a balayé tout le droit antérieur pour le remplacer par le droit romain. Donc voilà les 3 premiers points sur lesquels on aimerait tous vous entendre, et où nous avons été déçus, comme je le disais, de vous voir vous éparpiller sur de l'idéologie. Alors c'est vrai que vous vous en prenez aux idéologues de la fraude du nom, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais là encore, c'est vous qui nous accusez de jeter le bébé avec l'eau du bain, alors qu'il me semble que c'est tout l'inverse, puisque je pense qu'une partie de votre article est liée à la conférence que j'ai faite. Alors revenons sur vos propos, qui est que, d'une, nous sommes les promoteurs du nouvel ordre mondial, que 2, nous nions notre nom patronymique et la nécessité de l'identification, et nous reparlerons un petit peu de l'Église, puisque j'ai vu que ce sujet vous avait légèrement offusqué. Alors revenons sur le processus d'identification, puisque vous nous dites que nous essayons de nous abstraire de l'État en refusant, en niant, en reniant notre nom patronymique, ce qui est en fait un raccourci, j'ai envie de dire au tractopelle, mais je dirais un raccourci intellectuel qui me semble avoir besoin d'être nuancé, puisque c'est pas du tout nos propos. Et évidemment, nous ne renions pas notre nom patronymique. Ce que nous renions, c'est le statut de la personne, et c'est aussi
cette identité, ce nom patronymique, non pas parce qu'il a une nécessité à apparaître, mais c'est parce que aujourd'hui, c'est par là que passe, c'est par la capacité à être titulaire de droits et de devoirs que passe alors l'application de nos obligations, qui, selon moi, sont totalement arbitraires face à un État totalement corrompu, et je parlerai là uniquement de la dette publique. Donc, nous n'aurions pas la nécessité de devoir pouvoir identifier les gens à qui on s'adresse. Effectivement, sur un territoire où il y a 66 millions d'êtres humains, si on ne peut pas être identifié ou identifiable, alors il n'y a pas de droit et il n'y a pas d'obligation non plus. Donc ce n'est pas cette partie que nous renions. Ensuite, nous ne renions pas non plus la personnalité juridique qui, elle, aussi a une nécessité à apparaître. Je vous rappelle, Madame Bugeaud, que ce n'est pas un argument que de dire que l'identité et la personnalité juridique ont une nécessaire à apparaître. Oui, et on ne le remet pas en cause, tout le monde le comprendra. Non, c'est pas parce que quelque chose a une nécessité à apparaître et qu'il est toujours nécessaire actuellement qu'il n'a pas été dévoyé à d'autres choses, notamment la chose financière. Ensuite, vous nous parlez du fait que nous nions finalement les apports du christianisme dans nos sociétés actuelles, ce qui est, là encore, un raccourci quand même assez flagrant de votre part, puisque vous nous parlez aussi d'histoire. Eh bien, je vous rappelle que l'histoire a fait que les papes ont fait des grands trusts. Vous savez, le trust, c'est la fiducie anglo-saxonne dont vous m'aviez parlé, ou en tout cas vous avez signifié aux Gilets jaunes de façon maladroite. Eh bien oui, la fiducie anglo-saxonne, ça s'appelle un trust. Et c'est exactement le même régime, c'est un transfert de biens de droit et de sûreté. Et les papes, dans le plus célèbre Sesquiquivit de 1666, ont déclaré posséder toutes les âmes. Ce qui en fait la juridiction de l'air. Et je vous rappelle aussi que l'Église, malgré les lois de la décade, qui ont une empreinte certaine dans nos sociétés, l'Église a toujours été une puissance financière et juridictionnelle extrêmement grande. Tout encore aujourd'hui, avec les motu proprio qu'on a pu voir en 2013. Donc là encore, il me semble que c'est vous qui jetez le bébé avec l'eau du bain, en prenant l'exemple des Canadiens avec les Freemen and the Land et des États-Unis. Mais vous savez, nous sommes un pays francophone, nous sommes la France, et nous abordons les sujets peut-être d'une manière différente qui aurait mérité de votre part un peu plus de précaution, puisque vous nous dites que c'est une escroquerie, que c'est rocambolesque, que c'est une supercherie. Alors j'aimerais bien que vous puissiez nous démontrer que ce que je viens de vous dire est totalement rocambolesque et que ce soit une escroquerie. Je pense que vous maîtrisez mal la définition de ce mot, à moins que vous vouliez dire une escroquerie intellectuelle, et là encore, il aurait fallu pouvoir le démontrer. Donc, voilà Madame Bugeaud, on vous attend sur ces sujets, ils sont précis, ils sont courts, ça vous permet de faire une réponse normalement relativement simple et aisée pour une ex-avocate docteur en droit surdiplômée. Ainsi, on serait très heureux de vous entendre sur la fiducie, sur le nantissement de la personne physique, évidemment sur la typographie tout capital. Après, pour le processus d'identification, je pense que vous vous trompez puisque, en tout cas c'est mon avis, pour moi, il semble très pertinent aujourd'hui, quand nous sommes face à un État totalement corrompu, justement de parler de la naissance de cette capacité à être titulaire de droits, c'est vrai, les jolis droits qu'on nous fait miroiter depuis des années, mais surtout de toutes ces obligations. Donc je ne vois pas en quoi c'est dénué de sens que de parler de ce principe, de ce mécanisme. Sachez que, au-delà de l'idéologie, nous essayons juste de comprendre les mécanismes de notre asservissement et de comprendre d'où vient l'autorité, d'où vient le pouvoir, qui est souverain, et surtout comprendre les règles du jeu dans lesquelles nous vivons, puisqu'effectivement ce système est totalement corrompu et les obligations, surtout dans les moments actuels, les obligations aujourd'hui deviennent totalement arbitraires. Et donc, comme je le disais, ce n'est absolument pas dénué de sens de parler justement de cette personnalité juridique, de cette capacité à être titulaire de droits, c'est vrai, mais aussi des obligations d'un État corrompu. Sans parler des lois liberticides qui sont passées dernièrement,
mais juste pour vous parler de cette fameuse dette publique qui met à genoux les peuples à travers la planète et qui est totalement arbitraire elle aussi. Donc pour terminer, Madame Bugeaud, j'aimerais aussi comprendre plus peut-être personnellement quelle est la nature de votre opposition à notre discours, puisque je pensais que, naïvement certainement, que nous avions le même combat et que on essayait finalement de faire prendre conscience au peuple la réalité de ses pouvoirs et surtout la réalité de la corruption de nos États qui aujourd'hui sont tellement interconnectés qu'effectivement c'est une corruption généralisée au niveau quasiment mondial par le biais de la finance, de la mafia bancaire, enfin bref, tout ce que vous aussi vous dénoncez. Alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.